J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Tête à tête, Kabila Museveni, les deux chefs d'État devaient, au cours d'une rencontre samedi dernier à Kampala, s'entretenir sur la situation dans l'est de la RDC. Le chef de l'État a également rencontré la délégation gouvernementale conduite par l'abbé Apollinaire Malumalo. La conférence épiscopale nationale du Congo soutient la tenue du dialogue national, un souhait exprimé dans son mémorandum déposé auprès du directeur de cabinet du chef de l'État. Les grandes lignes de ces documents ont été révélées ce lundi. La coalition nationale des organisations de la société civile décrit la reprise des hostilités dans l'est du pays. Elle réclame, elle aussi, la tenue du dialogue national, seule issue de sortie de la crise. Enfin, Greenpeace vient de publier un nouveau rapport sur l'exploitation forestière en RDC. Un rapport qui présente une situation chaotique dans ce secteur. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle, un appareil Fokker 50 de la compagnie africaine d'aviation CAA a connu un crash ce lundi en fin d'après-midi alors qu'il avait déjà amorcé les manœuvres d'atterrissage. Selon les premières informations, l'appareil venait de Lodja pour Goma. Écoutez les témoignages d'un habitant de Goma joint depuis le lieu du crash par Oscar Bakandoa. Vers 15h30, il y avait une très forte pluie. Nous étions en ville ici, mais nous tous nous avons pris d'abord, on a cherché là où nous cacher parce qu'on était en train de circuler. Il y a une très forte pluie avec un vent là très violent. Alors, juste 30 minutes après, bon, on a vu un avion qui était en train de venir atterrir. Mais l'avion, c'est comme ça a commencé à se couper depuis un peu longtemps là, parce que l'avion là où ça a craché, c'est arrivé là-bas, c'était un morceau. Jusque-là, nous sommes en train de voir des morceaux de l'avion, quoi. Et jusque maintenant, nous n'avons pas encore vu aucun corps. Aucun corps n'est retrouvé parce que l'avion était parti dans le quartier, parce que la dernière partie de l'avion, c'est a fini sa course dans une maison ici. Là où on vient de constater, c'est comme si des gens viennent de déclarer, c'est comme si, on ne s'est pas confirmé maintenant, mais c'est comme s'il y a une dame qui vient de rendre là dans cette maison. Dans les environs du bureau de l'OFIDA, donc il y a le bureau de l'OFIDA, il y a le bureau de la DGM, il y a le bureau, parce que derrière les nez de l'avion se trouvent ici devant le bureau de la DGM. Donc c'est un morceau, si vous voyez, ce sont des morceaux de l'avion qu'on essaie de voir ici. On ne voit même pas des corps de passagers. Maintenant là on a un témoignage qui nous dit qu'il y avait 5 passagers à bord. On ne retrouve rien comme corps. Bon, il y a d'autres témoignages ici qui ont vu l'avion en train de venir là où il venait de finir sa course. L'avion commençait à se décomposer depuis très longtemps avant d'atteindre là où nous sommes.
Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a effectué samedi dernier une visite officielle de quelques heures à Kampala. Le président de la République y a tour à tour rencontré son homologue ougandais, avec qui il a évoqué la situation sécuritaire dans l'Est et la délégation gouvernementale pour évaluer les concertations de Kampala. Les comptes rendus de ces séjours avec la presse présidentielle. C'est à 12h05 local que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à l'aéroport d'Entebbe pour une visite de travail de quelques heures en Ouganda. Son homologue ougandais, Yoweri Museveni, l'attendait au pied de la passerelle pour lui souhaiter la bienvenue. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien autour de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu au regard de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement signé le 24 février dernier à Addis Abeba sous l'égide de l'ONU. Ensuite, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé une réunion d'évaluation des concertations de Kampala avec la délégation gouvernementale à ses assises conduite par l'abbé Apollinaire Malou Malou. C'est après cette réunion que le président de la République a regagné Kinshasa dans la soirée. La conférence épiscopale nationale du Congo emboîte le pas aux forces politiques et sociales pour soutenir la tenue du dialogue national inclusif devant examiner la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, aussi et surtout la situation socio-économique du pays. Ces différents points sont contenus dans les mémos déposés auprès du directeur de cabinet du président de la République il y a une semaine. Les grands détails ont été donnés ce lundi par la SENCO au cours d'une rencontre avec la presse au centre interdiocésain. Suivez. Les évêques ont commencé par décrire les préoccupations majeures au plan politique, au plan socio-économique, au plan sécuritaire. Au plan politique, ils ont entre autres relevé le malaise qui caractérise notre pays à partir de l'annonce des résultats. Ils ont dénoncé le fait que beaucoup de partis politiques facilement agréés ne sont préoccupés que par le pouvoir pour le pouvoir et non par l'intérêt du peuple. Sur le plan socio-économique, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement de maîtriser l'inflation, de la stabilisation du cadre macroéconomique, ils ont relevé le fait que le peuple congolais, à la base, ne sent pas encore les effets de cette politique. Ils ont déploré la pauvreté de la population qui devient vraiment préoccupante. Et sur le plan sécuritaire, ils ont dénoncé le fait que la réforme entreprise par le gouvernement au sujet de notre armée ne va pas encore très vite. Et puisqu'on parle du dialogue national, retenez que la coalition nationale des organisations de la société civile, elle aussi exige la tenue urgente de ces assises tant réclamées pour une solution durable à la crise dans l'est du pays. Cette plateforme se dit par ailleurs indignée de la reprise des combats dans cette partie du pays. Elle a dit au cours du point de presse tenu ce lundi au siège de la nouvelle société civile congolaise à Kassavo. Pour les détails dans nos prochaines éditions. Vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, fustige également la reprise des hostilités par la faction du M23, dirigée par Sultani Makenga, lesquels combats ont coûté la vie à 4 paisibles citoyens. Dans cette correspondance d'Eric Ngamba, Omar Kavota exhorte le gouvernement de la République à bouter hors du territoire national les ennemis du peuple. Je vous propose de l'écouter depuis Goma. La population qui venait de saluer le retour de l'armée hier assiste aujourd'hui à la reprise de ces localités par des éléments de M23, des éléments criminels comme vous le savez. Et vous vous rappelez qu'à l'entrée de FRDC, le week-end dernier, c'était la joie, c'était
fanfares qui accueillaient ces militaires loyalistes. Et lorsqu'il serait dit, pendant que l'ennemi sait à quel a été réservé au FRDC, naturellement, on lit la tristesse dans les visages des habitants qui redoutent le représailles de la part de ces éléments du M23. Bref, pour l'instant, c'est l'inquiétude dans le chef de la population, et c'est l'inquiétude au niveau de la société civile qui a toujours soutenu que des forces sont venues pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Pendant que tous ont été déjà heureux de voir que le retour de l'autorité de l'État s'est rétabli sur Kiwanja, Rutshuru Centre, Rubare, Kalingera, mais on est surpris, on est désolé de voir que ce sont les souffrances qui reviennent, et ça la population ne peut pas applaudir. À la primature, les membres de la Troïka politique se sont, au cours d'une réunion hebdomadaire, apaisantis sur 2 points, à savoir l'arrivée prochaine de la mission du Fonds monétaire international et la mission d'inspection que le ministre des Finances a effectuée au Bas-Congo. Les détails avec Doudou Ndombe. Tout est mis en œuvre, même au plus petit détail, pour que la délégation du FMI n'ait à redire. À en croire le vice-premier ministre et ministre du budget, tous les ingrédients sont réunis pour une reprise avec cette institution financière internationale. Cette réunion se tient à la veille du début de la mission du Fonds monétaire international. Donc aujourd'hui, nous avons fait le tour de la situation économique et financière pour nous assurer que nous sommes dans les meilleures conditions possibles en vue de cette mission d'évaluation du Fonds monétaire international. Quant aux mesures de suspension des plus de 60 agents de la DGDA au port de Matadi, dans la province du Bas-Congo, le ministre délégué aux Finances dit avoir agi selon l'esprit et la lettre du chef du gouvernement. Il y aura des investigations plus fouillées pour déterminer les responsabilités et si il y a des responsabilités individuelles, il y aura un volet juridictionnel qui va suivre la sanction administrative. Et c'est peut-être une opportunité pour dire que ce n'est pas une mesure sélective, c'est une mesure qui rentre dans les efforts pour que nous puissions continuer à accroître nos recettes. Le coup de balai devra se poursuivre dans d'autres secteurs en vue de l'amélioration du climat des affaires. Comment lutter contre la fraude douanière? C'est l'objectif de la formation qu'organise la DGDA à l'intention de ses agents et cadres pour les pousser à arrêter des stratégies en vue d'éliminer ce fléau au sein de leur régie financière. Ces assises de 5 jours qui se tiennent au CEPAS devront permettre aux participants de formuler des recommandations visant à combattre la fraude. Bijumboui et Fiston Bouini. Les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises s'impliquent pour combattre la fraude dans leur secteur et permettre à leur régie financière de mobiliser des recettes et contribuer efficacement au trésor public. Le directeur général des douanes et accises invite son personnel à une réflexion approfondie pour éliminer ce fléau. L'objet de ce séminaire est d'arrêter des stratégies pour une lutte efficace et fructueuse contre la fraude douanière. Je demande à chacun des séminaristes de participer avec assiduité aux travaux et de tirer profit des exposés et des échanges que vous aurez à partager pendant la durée de la session. J'attends de ce séminaire des conclusions, recommandations et résolutions qui, dans leur mise en œuvre, permettront à la douane d'atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2013. Ce faisant, la DGDA permettra au gouvernement de réaliser son programme d'action qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à savoir la révolution de la modernité. Des exposés et réflexions de haute facture seront donnés par les experts venus des entreprises partenaires de la DGDA. À l'issue de ces assises, les participants seront dotés des dispositifs de lutte contre la fraude.
Greenpeace qualifie des chaos organisés l'exploitation forestière en RDC. Dans son nouveau rapport rendu public, cette ONG internationale du secteur de l'environnement déplore l'attitude du gouvernement congolais face aux désordres observés dans ce secteur. Greenpeace exhorte par ailleurs le gouvernement à retirer les permis aux différents exploitants du fait qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. La présentation du rapport a eu lieu ce lundi au siège de cette institution à Gombe. Doudou Ndombe et Baby Malobo. Permis que le ministre lui-même a... L'ONG internationale Greenpeace ne croit pas à la bataille que mène le gouvernement sur l'exploitation illégale des bois en RDC. En dépit des clauses connues de tous, la réalité sur le terrain est tout autre. Pour cette organisation non gouvernementale, personne ne respecte ces clauses et les populations locales ne bénéficient de rien dans cette exploitation du bois. Greenpeace attribue la faute au gouvernement qui peine à appliquer ses propres lois. Une lutte sans suivi, sans sanction n'en est pas une. Il faut qu'il y ait une lutte et que cette lutte doit continuer à assainir les secteurs et que les gens se sentent, les exploitants se sentent menacés, qu'ils sentent qu'il y a quand même une lutte. Parce que là, ils sont à l'aise, ils continuent à faire la fête et il n'y a rien qui puisse se faire de manière concrète. Scrutant les rapports de la Régie des voies fluviales et de l'Office congolais de contrôle, Greenpeace note que ces documents ne correspondent pas en termes des données. Et donc ces données sont en train de fausser les calculs. On ne sait pas bien faire les calculs de la taxe à l'exportation. Et donc on est en train de perdre suffisamment beaucoup de revenus. Le secteur forestier demeure dans l'opacité. L'absence de transparence risque d'entraîner la rupture dans des échanges commerciaux avec l'Union européenne, le plus grand marché mondial du bois congolais. Les agents et cadres de la Régie des eaux ont échangé ce lundi avec la haute direction de leur entreprise sur le redressement dans cette société. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, Bijumboui et Evelyne Chibola. Des réformes engagées depuis quelques années pour le redressement de la Régie des eaux doivent être connues de tous et surtout du personnel de cette entreprise. Devant cadres et agents de la direction générale, le comité de gestion rend compte et exhorte le personnel à plus d'engagement pour sortir l'entreprise de sa situation actuelle. A pour objet de pouvoir vous donner l'information, la bonne information pour que nous ayons tous la même base dans l'exécution du contrat de performance et comprendre comment va se réaliser les contrats de service. L'objectif, bien entendu, c'est d'améliorer les performances de l'activité à travers ces indicateurs. Les chiffres que présente le secrétaire général de l'entreprise parlent d'eux-mêmes. Créé avec une capacité annuelle de production de 400 millions de mètres cubes, seulement 280 millions par an sont produites avec une distribution réelle de 165 millions de mètres cubes par an. Il se dégage une perte de 115 millions de mètres cubes chaque année. Il faut des efforts supplémentaires, insiste Jean-Pierre Ngaou. Le constat est que le service rendu par la Régie des eaux à la population s'est fortement détérioré depuis plus de 15 ans. Et la société, considérée comme l'un des services performants de l'eau en Afrique, a perdu de son efficacité. Grâce à l'appui de la coopération internationale, la société bénéficie des financements de la Banque mondiale dans le cadre du projet PMU et de la BAD dans le projet PSU. L'objectif est de doubler la desserte en eau potable dans les grandes villes du pays, estimée actuellement à 25% pour atteindre le pic de 52% en 2016. École technique industrielle Marie-Olive Kabila, dont la ville de Tchikapa est opérationnelle depuis ce lundi à l'issue de son inauguration par l'épouse du chef de l'État qui séjourne dans cette ville pour la circonstance. Marie-Olive Klembe a également visité l'hôpital de Kalunda, la plus vieille formation médicale de cette ville. Le détail dans cette correspondance de notre envoyé spécial Anita Luamboa. Seulement l'apanage des grandes agglomérations du pays, les reculées, elles aussi, aspirent au développement à l'image de la ville de Tchikapa dans le Kasaï occidental, qui vient de s'enrichir d'un institut technique, industriel et professionnel dans la commune de Dibumba 1. Cet institut ultramoderne a une capacité d'accueil de plus d'une centaine d'élèves et
Il comprend 3 blocs de 8 classes, une infirmerie, un bloc administratif, dont une salle des professeurs et une salle de surveillance. Ajouté à cela, 2 blocs de toilettes pour filles et garçons. Une fierté pour l'épouse du chef de l'État qui a procédé personnellement à l'inauguration officielle du dit bâtiment à la coupure du ruban symbolique. Dans son adresse, Marie-Olive Kabila a affirmé que cette nouvelle acquisition va permettre de former des techniciens en électronique, en construction, en mécanique et en électricité en vue d'assurer la jeunesse de demain. Pour sa part, le ministre de l'État, Emma Kermangou, s'est félicité de la détermination de la première dame de la République qui continue à faire de l'éducation son chemin de bataille. Après l'inauguration de l'Institut technique, industriel et professionnel Marie-Olive Kabila, le cortège de l'épouse du chef de l'État s'est rendu dans la commune de Bumba, à 5 km de la ville de Chikapa, où Olivier Kabila a visité l'hôpital de référence de Kalonda, un hôpital juste dans un état de délabrement avancé, construit depuis 1952 et qui fait face à plusieurs difficultés, entre autres l'eau et l'électricité. Depuis Chikapa, Anita Lomba pour Télé7. Merci Anita Lombois pour toutes ces précisions. Le 4 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. En RDC, cette pratique est plus fréquente dans l'est du pays où les femmes sont victimes, indique CAFCO. Cette structure qui œuvre pour le bien de la femme lance un appel aux décideurs politiques pour que la population soit protégée dans les zones en conflit en RDC. Thierry Kassongo et bienvenue Kassa. La paix et la promotion de la femme dénoncent l'exploitation sexuelle utilisée comme arme de guerre par les forces négatives dans les zones en conflit en République démocratique du Congo. Madame Félix Kankou du cadre permanent des concertations de la femme congolaise précise que la situation est préoccupante dans l'est du pays. L'état des lieux de l'exploitation sexuelle est grave dans notre pays, très grave même, et surtout ces 5 ou 10 dernières années où notre pays est en train de traverser des moments difficiles, des moments de guerre, et que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre dans notre pays. Donc l'état est grave, et les femmes sont violées, et il y a même les gens qui se permettent de dire que le Congo est devenu la capitale de l'exploitation sexuelle. CAFCO invite le pouvoir public de prendre des mesures qui s'imposent face à cette situation. Les décideurs ne peuvent pas réfléchir du développement de notre pays pendant qu'on est en train de violer d'une manière perpétuelle les femmes dans notre pays. Nos voisins ont compris qu'il faut violer les femmes des voisins pour les déstabiliser. Et ils ont également compris qu'il faut promouvoir leurs femmes pour que ça marche. Alors il est temps que nos dirigeants fassent une attention un peu plus particulière sur ces phénomènes, parce que c'est un fléau qui est en train de mener notre pays dans la rue. Depuis, les organisations non gouvernementales locales s'emploient à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre l'exploitation sexuelle. Toujours au sujet de cette journée, sachez qu'elle a été instituée en 2009 à l'initiative de l'ONG Groupe International de Parole des Femmes. La commémoration de cette journée permet aux États de la planète de dresser un bilan objectif des victimes des viols dans leurs pays respectifs. Que devons-nous alors retenir de cette commémoration? La réponse dans ces commentaires d'Oscar Bakandoa. Pourquoi le monde entier célèbre-t-il cette journée? À combien se chiffrent les victimes des viols actuellement à travers le monde? Que faire pour combattre ce fléau? Ces 3 questions et tant d'autres méritent d'être posées au regard du nombre toujours croissant des victimes de viols dans certains pays du monde. Une situation qui, selon les statistiques disponibles, est surtout perceptible dans les pays africains où les conflits armés ont élu domicile. Compte tenu de la recrudescence de ce phénomène dans bien de pays en voie de développement, la célébration de cette journée vise à mobiliser, sensibiliser, informer les gouvernements, les institutions et le public sur l'asservissement sexuel. Pour ce qui est de statistiques publiées à ce sujet, les dernières données renseignent qu'il y a 4 millions de nouvelles victimes d'exploitation sexuelle chaque année. À voir comment les femmes sont maltraitées dans les zones de conflit, on s'aperçoit que l'exploitation sexuelle est l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne. Reconnue à travers la Bible comme témoin de la résurrection, la femme est parfois chosifiée, c'est-à-dire réduite à un simple objet utilisable.
L'exemple le plus frappant est celui de l'Est de la RDC où les cas de violences sexuelles sont légion et pour cause des guerres à répétition ont été enregistrées dans cette partie du pays. Conséquence, des hommes armés ont violé et continuent à violer les femmes et les jeunes filles dans les localités sous leur contrôle. Le viol est devenu une arme de guerre dans notre pays. Pour combattre ce fléau, il s'avère indispensable de sanctionner les auteurs de ces actes, ce qui réduirait les taux de violences sexuelles à travers le monde et surtout en Afrique. Un autre palliatif, et non des moindres, réside dans le rétablissement de l'autorité de l'État dans les pays où les guerres sont fréquentes. Car, dans ce pays, les violences sexuelles sont devenues une arme de guerre. La condamnation sans complaisance des auteurs des violences sexuelles constitue une solution durable à ce phénomène. La Journée internationale de la femme, c'est dans 4 jours. En prélude à cette célébration, le personnel féminin de la Société nationale de l'électricité a organisé une rencontre pour faire des projections des activités liées à ces journées de célébration de la femme. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa Mariamboya et Dieu merci Sueka. Le message de la ministre du Genre a trouvé du répondant. Les femmes de la Société nationale de l'électricité ont décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Autour de Célestine Hortense Moukalai, DGA de la SNEL, elles prennent l'engagement de faire du 8 mars une journée de réflexion sur la paix durable en République démocratique du Congo. Et c'est dans la réflexion que nous allons trouver quels sont les éléments qui vont nous permettre à consolider et à faire la paix dans notre pays. La paix va toujours de pair avec la justice. Un calendrier a été élaboré pour analyser et faire des propositions pour une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement dans les pagnes que nous allons réfléchir. Ce n'est pas dans le défilé que nous allons changer les choses. Nous devons plus nous organiser un atelier de réflexion pour pouvoir produire les œuvres de l'esprit afin que nous puissions changer cette situation. Trop, c'est trop. Ces femmes sont déterminées à produire les fruits de la raison et veulent trouver les éléments qui les aideront à consolider la paix. Nous venons de l'apprendre à l'instant sur ordonnance numéro 013 du ministère de la Justice. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a accordé ce matin la liberté provisoire au journaliste Diana Gikupa, éditeur du journal La Colombe, incarcéré depuis près de 3 semaines à la prison centrale de Makala. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse qui est une sélection de Rossile Martin Bouyamba. Les FARDC se sont retirés de Rutshuru, écrit l'avenir. Cette nouvelle est aussi diversement commentée dans la presse quinoise parue en ce début de semaine. Le retrait des forces loyalistes de la République démocratique du Congo de cette localité fait suite à l'intervention de la CIRGL, indique l'avenir. Cela pourrait clarifier les ambitions du nouveau leadership du M23 par rapport aux pourparlers en cours à Kampala. Rutshuru et Kiwanja sont bel et bien sous occupation de Sultani Makenga, confirme l'observateur. Une délégation de la CIRGL s'est entretenue samedi dernier à Bunagana avec le chef autoproclamé du M23 sur la nécessité de stabiliser justement les fronts militaires au profit des négociations en cours à Kampala. Ce n'est qu'une question de trahison à Rutshuru, ajoute le phare. Pour cela, renchérit le quotidien, le gouvernement doit s'expliquer en des termes clairs et détaillés sur ce qu'il s'apparente à une pièce de théâtre de très mauvais goût. Cependant, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en République démocratique du Congo paraît compromis, estime le graphique. Pire encore, des combats ont repris, renseigne le palmarès à une trentaine de kilomètres de Goma. Et même avec l'implication des forces fidèles à Ntaganda, qui d'ailleurs est recherché par les hommes de Sultani Makenga pour permettre à la CPI de mettre la main sur lui, écrit le tabloïd. Le potentiel, lui, parle des non-dits de la visite à Kampala du chef de l'État congolais. Joseph Kabila était porteur d'un message réchauffement de l'axe Kinshasa-Kampala pour la cause de la paix dans les Grands Lacs.
même si officiellement le président congolais était allé s'incliner sur la dépouille mortelle d'un parent du président ougandais, reconnaît le potentiel. C'est la procédure pour élire les successeurs de sa sainteté Benoît XVI qui intéresse DIA, Documentation et Information pour l'Afrique. Les motus proprio du 11 juin 2007 avaient déjà procédé à des amendements de la Constitution apostolique Universi Domici Gregis de 1996 à lire dans cet article de presse. Et ces phrases interdites de lire enseignent que au petit séminaire de Bikoro, un jeune séminariste originaire d'Idiofa crie à la figure du père recteur. « S'il vous plaît, père, aidez-moi, je viens d'avaler un clou. » « Ça ne fait rien, mon petit. Nous en avons beaucoup d'autres. » répond le recteur. Bonsoir. Merci Rossile Martin Bouyamba pour cette revue de presse. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine.